Dans cette émission, nous revenons sur plusieurs sujets qui alimentent les débats dans la région des Grands Lacs. Nous analyserons notamment la controverse autour du concept de Genocost mis en avant par le gouvernement de la RDC, ainsi que les critiques liées à son instrumentalisation politique, la question du dialogue inclusif dans la crise à l'est de la RDC et les responsabilités dans la persistance des conflits. Nous évoquerons également les récentes déclarations du président burundais Evariste Ndayishimiye, notamment les relations avec le Rwanda, l'éventuelle coopération entre les forces burundaises et le groupe génocidaire FDLR dans l'est de la RDC et la crise énergétique qui touche le Burundi depuis plus de 5 ans. Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Iggy. Nous avons le plaisir d'accueillir notre invité, Tite Gatabazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Bienvenue à vous Tite. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça faisait un peu de temps, vous ne voyez pas aux alentours. Bienvenue encore Tite. On savait où j'étais quand même. Ouais. En tout cas, merci d'être ici avec nous pour essayer de nous aider à analyser la situation qui prévaut aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Tite, si vous nous permettez, aujourd'hui nous allons un peu avoir un focus sur deux points. En ce mois d'août, la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République démocratique du Congo, entre autres Félix Tshisekedi, a mis en place une sorte de commémoration appelée Genocost. Pour ces promoteurs, je veux dire le gouvernement actuel de la RDC, c'est un devoir de mémoire pour reconnaître des souffrances des Congolais. Mais pour une autre partie d'analystes et d'observateurs, il s'agit d'un instrument qui pourrait servir à détourner l'attention des responsabilités actuelles dans la crise dans l'est de la RDC ou en RDC en général. Mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces contradictions? Parce que le régime Tshisekedi est assis, fondé sur une cécité, le déni, des reniements, des compromissions et même des trahisons. Cette histoire de Genocost participe à un ensemble d'éléments de langage qui ont été concoctés par des cabinets extérieurs, à la fois pour maintenir la rhétorique victimaire et désigner comme ça le bouc émissaire et donc éviter justement les responsabilités internes. Ce Genocost, ça fait 3 ans qu'il le commémore. On ne sait pas s'il s'agit du génocide, on ne sait pas s'il s'agit des crimes économiques, on ne sait pas s'il s'agit de... Voilà. Ce Genocost est une opération de communication politique pour faire diversion. Éviter de parler de gouvernance, éviter de parler corruption, éviter de désigner qui sont responsables du pillage de la République démocratique du Congo. La famille du président Tshisekedi a commencé par celle-là et poursuivie en Belgique pour exploitation illégale des mines. Et Tshisekedi offre comme ça des carrés miniers pour obtenir des soutiens politiques. Cette histoire de Genocost qui fait beaucoup d'amalgame. Les souffrances des Congolais, oui. Est-ce que vous pouvez parler Genocost quand vous alignez 260 groupes armés dans votre pays? Qui sont les responsables de ces groupes armés? À quoi servent ces groupes armés? Est-ce que vous pouvez parler de Genocost quand l'armée nationale, les FARDC, sont alliés à Ituri au Codeco,
et qui sont en train de massacrer les Hema. C'est des citoyens congolais. Est-ce que vous pouvez parler génocauste quand à Beni, les ADF tuent tous les jours? Et qu'à Kinshasa, un certain maître Joël Kitenge vienne à la télévision nous apprendre que 2 ministres en fonction sont complices des ADF qui sont en train de massacrer les Nandais. Est-ce que vous pouvez parler génocauste quand votre gouvernement, votre armée, les groupes armés, les FDLR, sont alliés au Burundi pour effectuer un blocus de Minembwe? Donc voilà, on peut rallonger la liste des contradictions. C'est vraiment une façon de se parler à soi-même, de prêcher devant sa chapelle, et c'est une escroquerie intellectuelle. Mais alors, Tite, avant d'aller en profondeur sur les contours de ce génocauste, comment expliquer que seul le gouvernement Tshisekedi s'acharne à faire accepter ce génocauste et qu'aucune autre partie ne se joint à cette initiative? Non, mais personne ne peut le suivre dans ses diversions. Il y a des groupes d'intérêt qui relaient ces messages-là, mais c'est vraiment dans la presse. On a déjà constaté que la diplomatie congolaise se joue dans la presse. C'est une diplomatie qui a été d'ailleurs qualifiée à Kinshasa de déroutante, parce que les Congolais ne comprennent pas. Alors, ils mélangent beaucoup d'amalgames. Je disais qu'il y avait des groupes d'intérêt qui ont ciblé le Rwanda comme bouc émissaire, qui font la promotion du pillage des ressources du Congo par le Rwanda. Et c'est pour ça qu'on parle d'agression rwandaise. Et ces groupes d'intérêt ont un agenda politique. Et donc, développent comme ça cette rhétorique et embarquent Tshisekedi avec. Tshisekedi est devenu le plus grand allié des FDLR. Tshisekedi est devenu le meilleur ami des héritiers des génocidaires. Ça n'est pas gratuit et ça n'est pas anodin que Tshisekedi s'allie avec le président Ndayishimiye dans ce projet d'épuration ethnique. Et donc, ce projet a besoin d'un récital, des slogans comme ça qu'on ramasse et qu'on jette à la face du public. Il y a beaucoup d'émotions à susciter, mais aussi de haine. Il faut alimenter le discours de haine, il faut cibler le Tutsi congolais, il faut désigner l'ennemi intérieur, il faut viser le bouc émissaire commode et entretenir comme ça ce récit conforte à la fois Tshisekedi et son entourage, parce que quand il va commémorer son génocauste, il ne vient pas rendre compte de sa gouvernance. Il vient verser des larmes de crocodile sur ces morts dont je parle. Quand il arme les Wazalendo, c'est pour tuer des Congolais. Quand il arme les Codeco, c'est pour tuer les Congolais. Quand il laisse faire les ADF, c'est des Congolais qui sont en train de mourir. Et donc, qu'il
feignent comme ça, beaucoup. Hier, beaucoup de gens ont même parlé de pompiers pyromanes. Ils devraient s'abstenir de venir mentir comme ça à la face des Congolais qu'il a de la compassion pour eux. Dans l'espèce qu'on a animé hier, il y a un monsieur de l'Ituri qui a rappelé que quand on a tué une centaine de Congolais dans une église à Beni, le même soir, Tshisekedi est allé faire la fête à Kinshasa. Il a dansé, il a bu du champagne. Il a rappelé qu'on ne peut pas parler de génocide quand, à Goma, la garde républicaine de Tshisekedi a massacré des gens qui étaient en train de prier dans une église. Ce qu'on a appelé le carnage de Goma. Donc il y a beaucoup de cynisme contre les Congolais dans ce qu'il fait, mais il se fait volontiers un agent d'un agenda beaucoup plus vaste dans la sous-région, à la fois destiné à exécuter l'épuration ethnique des Tutsis, mais aussi à instrumentaliser le Rwanda comme unique cause des maux dont souffre le Congo. Voilà. Mais justement, Tite, beaucoup d'analystes aussi s'interrogent. Mais ce débat autour du génocide ne montre-t-il pas une instrumentalisation de cette souffrance de la population congolaise que vous parliez à des fins politiques pour renforcer le pouvoir, mobiliser l'opinion ou affaiblir les adversaires? Il ne se rend pas compte. Il a fait cette tentative de mobiliser comme ça la classe politique, la société civile, les partis politiques, tout le monde derrière le chef de l'État contre l'agression rwandaise. Les autres sont lucides. Ils ont dit on ne va pas vous suivre. Hein? Il n'y a pas d'agression rwandaise. Vous avez comme UDPS eu des liens avérés avec le M23. Vous arrivez au pouvoir. Vous avez invité le M23 ici à Kinshasa. Vous avez discuté pendant 14 mois. Ce sur quoi vous n'avez pas été d'accord, vous ne nous l'avez pas dit. Le M23 nous a suffisamment expliqué la cause qu'il défend. Et nous sommes témoins de la persécution des Tutsis congolais. C'est quoi votre histoire d'alliance avec les FDLR? Et vous voulez vraiment qu'on puisse vous suivre? Non, Monsieur le Président. Donc, sur ce point, il a échoué. Le deuxième levier, c'est une mobilisation extérieure. Chercher des alliances contre l'agresseur. Et c'est comme ça qu'on a vu la SADC, 3 pays quand même sur 16. Ça ne fait pas beaucoup. La SADC venir à son secours. C'est comme ça qu'on a vu l'engagement de la Belgique derrière Tshisekedi. Et cet engagement de la Belgique, c'est là où il faut vraiment analyser les choses de manière lucide. Cet engagement de la Belgique intervient au moment où Kinshasa et Kigali signent des accords pour dire désormais on va travailler en partenariat. Le Rwanda qui est assez avancé dans le traitement et la purification des minerais va pouvoir travailler les minerais du Congo et le Congo pourra les mettre sur le marché. Mais depuis de très longues années,
les minerais du Congo étaient traités en Belgique. La ville d'Anvers est réputée grâce aux minerais du Congo. Le diamant du Congo, vous ne le trouvez pas au Congo, vous le trouvez à Anvers. Les bijoux en or, en diamant, ça s'achète à Anvers. Et donc, au risque de perdre ce marché, la Belgique s'est engagée, mais à corps perdu, derrière Tshisekedi pour dire jamais de la vie, vous n'allez entretenir cette relation de coopération avec le Rwanda. Et donc, voilà comment on assiste à ce matraquage, de pillage des ressources du Congo par le Rwanda, et pour faire oublier que le Rwanda a quand même une cause valable, légitime, reconnue de la menace des FDLR. Voilà comment, chaque fois qu'il a été question de neutraliser les FDLR, on a vu, entendu des relais en Belgique qui disent non, 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 touchez pas au FDLR. Non, c'est pas sérieux, attendez. Ils sont allés jusqu'à dire que c'était une violation du droit international humanitaire que de neutraliser les FDLR. Donc voilà. Ce génocauste s'inscrit dans cet agenda-là. Et c'est vrai qu'en regardant de très près, généralement, quand il y a une commémoration dans un pays, on voit bien la classe politique oublie les divergences. Aujourd'hui, c'est quand même la commémoration, c'est une cause nationale. On n'a pas vu un homme politique de l'opposition à côté de Tshisekedi. On voit ce qu'on appelle le corps diplomatique qui vient en solidarité à l'événement national. Il n'y a pas un diplomate qui s'est déplacé. Donc voilà, il se parle à lui-même, il fait diversion, il essaye comme il peut, avec beaucoup de maladresse, de falsifier l'histoire. Et donc, ça n'est ni un concept juridique, parce que ça ne cadre pas avec un seul élément de droit. Il ne peut pas amener ça au tribunal. Ce serait impossible à défendre. Donc, il préfère jouer avec ça, comme ça, mobiliser l'argent de l'État, dépenser à fond perdu et se mentir à soi-même qu'il a quand même fait quelque chose. Ça ne donne pas de l'eau à boire aux Congolais. Ça ne construit pas les écoles. Ça ne construit pas les hôpitaux. Voilà. Tite, un autre point important à propos de ce génocauste, c'est la date de commémoration. Le 2 août, date choisie pour commémorer ce génocauste, correspond à une période où les Tutsis étaient ciblés à Kinshasa, poursuivis et attaqués par des foules au début de la deuxième guerre du Congo en 1998. Auriez-vous des explications à nous fournir? On a en mémoire la déclaration de Yerodia, qui avait été directeur de cabinet de feu Laurent Désiré Kabila, ensuite devenu ministre des Affaires étrangères, qui avait même été poursuivi pour incitation au génocide. Moi, j'ai en mémoire, on prenait des pneus de voiture qu'on mettait autour du cou des Tutsis à Kinshasa et on les brûlait. Je me souviens bien des gens qu'on a pris en fuite comme ça et on les prend, on les jette dans le fleuve Congo. Donc, voilà. Et ça, c'est autour de cette période-là. Il y a eu des propos de Yerodia qui rappellent le lexique du régime Habyarimana, des Interahamwe et des RTLM et Kangura.
ça a été repris par quelques communicateurs de Tshisekedi. On assiste aussi à une répétition de cette histoire-là. On assiste au recyclage de ce vocabulaire qu'a utilisé Yerodia à son temps, qu'on est en train d'utiliser à Kinshasa au moment où nous parlons. Et donc, oui, 98, il y a eu la chasse aux sorcières, mais il y a 2 ans, dans les rues de Kinshasa, les éléments des forces du progrès se promenaient avec des machettes et arrêtaient les voitures pour chercher est-ce qu'il n'y a pas de Tutsis dans ces voitures. Au siège de l'UDPS, ceux-là qu'on appelle les communicateurs du chef de l'État avaient une liste, donnaient des adresses, telle zone, tel endroit, telle rue, tel numéro habite un Tutsi. Ça rappelle ce que faisait la RTLM à Kigali. À tel endroit, dans tel quartier, à telle avenue, telle maison, il y a des Tutsis qui sont là-bas. Donc voilà. Tite, justement, vous parliez d'exactions à l'encontre des Tutsis. La position du Rwanda à propos du Génocoste soutient que c'est une déformation délibérée de l'histoire visant à présenter Kinshasa comme une victime, tout en occultant les violences commises contre cette communauté et aussi une stratégie de nier le génocide perpétré contre les Tutsis. Pouvez-vous nous expliquer plus sur cette position? Il y a tout ça dans les éléments qui composent. Il n'y a pas que les Génocostes. Ça commence avec, j'ai dit, tout le lexique qui a été développé avec l'agression rwandaise. Il faut désigner le Rwanda comme bouc émissaire. Agression rwandaise. Pendant que la mayonnaise ne prend pas, on ajoute agression rwandaise pour venir piller les ressources du Congo. Ça ne tape pas bien dans les esprits. Il y a agression, il y a pillage, mais il y a des atrocités qui vont avec. Et là, on nous a sorti le chiffre de 10 millions de morts. On a fait venir Charles Onana à Kinshasa pour qu'il fasse la promotion des 10 millions. Sauf que Charles Onana, qu'il avait écrit dans son livre, et que ce livre a été distribué à Kinshasa, il passe dans une interview sur Top Congo, et quand on lui demande de détailler un peu, est-ce que vous pouvez élaborer pour nous dire comment vous, chercheurs, journalistes d'investigation, vous êtes arrivé au chiffre de 10 millions. Il a calé, il s'est énervé, il a bafouillé. Donc voilà comment je parlais d'un réseau. Il y a un réseau qui veut vraiment noyer le Rwanda et qui développe comme ça par moments ce qu'on appelle des éléments de langage. Voilà les étapes, agression, hein? Ça ne nous suffit pas. Ajouter pillage, pillage. Le Congo, on sait que les pilleurs, il y en a plein, le gouvernement en tête. Ah oui, mais si on parlait des atrocités, ça va frapper l'opinion publique. Mais ces atrocités-là, quand vous avez des politiciens qui s'allient aux militaires, qui s'allient aux petits leaders locaux et qui créent des groupes armés, vous pensez vraiment, non, ça on ne va pas en parler, on va dire que... Hein? Mais ces atrocités, il y a quand même les FDLR. Ah oui, c'est vrai. Bon, ok, on va oublier les FDLR et on va charger le Rwanda. Voilà comment un peu, comment ça se passe. Et je parle du réseau parce que il faut penser à Forbidden Story.
on a quand même mobilisé une cinquantaine de journalistes pour tabler sur comment noircir l'image du Rwanda. On a quand même vu la ministre congolaise des Affaires étrangères partir en mission avec délégation, pour aller demander à Arsenal, mais arrêtez d'être en partenariat avec le Rwanda, avec votre visite Rwanda. Qu'est-ce que visite Rwanda a à voir avec la diplomatie congolaise? C'était ça. Visite Rwanda a fait la promotion du Rwanda. Visite Rwanda est un projet mûri, réfléchi, qui fait la promotion du tourisme. Si on touchait à ça et qu'on cassait cette dynamique, le Rwanda sera à genoux. Ça n'a pas réussi. On a vu, entendu, on a vu des ministres des Affaires étrangères, le Belge en tête, s'engager contre les fonds payés au Mozambique par l'Union européenne. Et le Mozambique fait une rétrocession au Rwanda qui entretient ses troupes au Mozambique. Ça, le béaba, le minimum, c'est de dire c'est de l'argent que l'Union européenne alloue au Mozambique. Mais étant donné que le Mozambique n'a pas été capable de payer les militaires rwandais, il rétrocède ça au Rwanda. Ah non, non. Donc, vous avez comme ça des mobilisations qui prennent beaucoup d'énergie quand même. C'est lui qui tout le temps doit se justifier. On a beaucoup d'exemples. Regardez comment est présenté l'accord de Washington. L'accord de Washington, qui est très court, qui est très clair, qui est... Premier point, neutralisation des FDLR. Deuxième point, c'est la conséquence du premier point. Baisse des mesures défensives du Rwanda. Ah non, 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 non. Le Rwanda doit retirer ses troupes du Congo. Et ça passe dans toutes les chaînes. Ça passe sur des radios. C'est écrit dans des journaux. Et le ministre Mouyaya s'invite, il a quand même squatté TV5 et France 24 pour ne parler que de ça. On dénature l'accord de Washington. Mais pour quel but? Pour ne pas neutraliser les FDLR. Voilà, avant-hier, le ministre congolais de l'intégration régionale, Anzuluni, en accord bien évidemment avec son président, son premier ministre, prend une déclaration des FDLR. Il fait une tournée dans les capitales. Il est accueilli parfois par des chefs d'État, parfois par des ministres, pour leur dire, voilà, nous, on est prêts. Le FDLR accepte la démobilisation. Tiens. Washington parle de neutralisation. Vous ramenez une déclaration des FDLR qui consent à la démobilisation. Les FDLR sont en alliance avec les FARDC. Qui démobilise qui? Les FDLR, on nous a appris, une fois n'est pas coutume, par le rapport des experts des Nations Unies, qu'ils ont un officier de liaison à l'état-major général des FARDC à Kinshasa. Qu'à chaque niveau de commandement, il y a un représentant des FDLR. C'est quand même assez paradoxal. Que Kinshasa puisse se convertir aujourd'hui à accepter que le FDLR existe, c'est déjà un pas.
Parce qu'on se souvient de ce que disait le ministre Lutundula. Ces gens n'existent pas, on ne les connaît pas. On a vu le ministre Mouyaya combien de fois nous dire, mais c'est un prétexte du Rwanda. Le président Tshisekedi est allé à la tribune des Nations Unies pour nous dire, mais de quel FDLR parle-t-on? Ok, qu'ils évoluent, on va dire, c'est une bonne chose. Mais pourquoi abandonner Washington et dit non, il y a une petite cuisine interne ici entre alliés et on s'est mis d'accord, de toute façon nous faisons des réunions assez régulièrement. On s'assoit à Pinga, on amène des munitions, on amène de l'argent, on donne des uniformes. Et là, on vient de nous signer quand même une déclaration. Nous ne demandons qu'une chose, qu'on puisse nous croire. Alors, si Kinshasa fait ça, c'est qu'il y a quand même des forces obscures qui pèsent très lourd dans l'exercice qui a été signé à Washington, pardon. La neutralisation des FDLR montre, prouve à suffisance que Tshisekedi joue contre le Congo. Tshisekedi joue contre les Congolais. Parce qu'on ne peut pas accepter que le chef de l'État, dont tout le monde dit, écoutez, les FDLR, ils tuent quand même les Congolais. Les FDLR massacrent les Congolais. Et vous acceptez que votre gouvernement soit en alliance avec les FDLR. Au nom de quels intérêts? Le président de la République reçoit officiellement, il y a des photos dans le bureau du chef de l'État, des personnes liées au FDLR. Le chef de l'État a fait une démarche pour aller au Niger, ramener les anciens génocidaires. Il est quand même inscrit dans un vaste projet qui s'adosse sur les FDLR et qui veut avoir l'aile politique. Dans quel objectif? Il a déjà dit, le président Ndayishimiye est allé à Kinshasa pour nous le rappeler encore. On a suffisamment entendu ça pour ne pas venir dire au Rwanda, vous savez, ils ont quand même accepté d'être démobilisés. Donc, le problème est réglé avec cette signature. Justement, Tite, on parlait de FDLR et de Kinshasa. Une question a été soulevée à Kigali, notamment par le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui se demandait comment parler d'un génocide parallèlement alors que Kinshasa parallèlement collabore avec un groupe génocidaire. Mais d'une manière générale, en revenant sur le Génocost, peut-on dire que définitivement, la raison pour laquelle elle est vue comme une stratégie politique, qu'une documentation d'un travail historique, est la raison pour laquelle ce Génocost ne sera probablement jamais reconnu? Non, mais c'est un slogan. J'ai bien dit, qui fait diversion, qui mobilise la chapelle présidentielle, et qui ne vole pas plus haut que ça. Évidemment, relayé par quelques médias amis. RFI ne peut pas s'empêcher d'en parler, Reuters ne peut pas s'empêcher d'en parler, France 24 passe ça en boucle. Voilà. Mais sur le plan diplomatique, ça ne vole pas haut. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas introduire ça devant une juridiction internationale. Non, c'est vraiment pour entretenir
la cour de récréation chez Tshisekedi. Tite, en parlant toujours de crise en RDC, différents processus se sont alternés pour essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, on entend parler d'un dialogue inclusif. Avant d'analyser le dialogue inclusif, nous avons entendu parler de Luanda. Mais aujourd'hui, qu'en est-il avec ce dialogue aujourd'hui accepté par Kinshasa, demain être mis en cause? Aujourd'hui, nous parlons. Qu'en est-il avec ce dialogue? Je pense que c'est le processus actuel de résolution du conflit. Oui. Il y a quelque chose de risible dans ça. Hier, les députés et sénateurs de l'UDPS se sont réunis à l'hôtel Fleuve Congo à Kinshasa. Et à la sortie, ils ont déclaré qu'ils soutenaient l'initiative du chef de l'État pour aller au dialogue. Bon, 2 points qu'ils ont fait. L'initiative pour aller au dialogue et qu'on ne va plus modifier la Constitution. Les mêmes qui ont hurlé pendant une année, qui ont insulté cette Constitution, qui l'ont martyrisée, ils sortent de réunions et voilà. Ce dialogue inclusif accepté à contre-cœur par le président Tshisekedi a encore du plomb dans l'aile et on n'arrive pas à bien le définir. La dernière initiative est le document qu'on a vu ce matin, qu'on attribue à la présidence angolaise. Donc, l'Angola revient dans la danse pour dire l'Angola offre le cadre et va faciliter le dialogue. Mais ça vient comme ça rencontrer l'initiative du président Tshisekedi qui a dit aux évêques, cette fois-ci, c'est la bonne, mais c'est moi qui convoque le dialogue. C'est moi qui offre le cadre. Et c'est moi qui définis l'agenda. Et c'est moi qui désigne les participants. Donc nous avons sur la table les 2 documents. Entre-temps, je ne suis pas certain que les évêques y voient beaucoup plus clair que nous tous. Mais alors, Tite, à propos de ce dialogue inclusif, peut-on parler d'un dialogue véritablement inclusif lorsque certains acteurs susceptibles de contester le récit officiel sont aujourd'hui traités de traîtres avant même que les discussions commencent? Est-ce que pourra-t-on un jour avoir crédit en ce dialogue inclusif comme véritable réponse à la crise? Il y a des préalables, je crois, qui ont été mis sur la place publique par Maître Moïse Nyarugabo au nom du mouvement Sauvons le Congo. Pour être inclusif, on ne va pas exclure ni des personnalités, ni des groupes. Mais pour qu'on aille au dialogue et que ce dialogue soit inclusif, on ne va pas inviter quelqu'un qui a été condamné à mort par une justice instrumentalisée. On ne va pas au dialogue avec les membres de l'AFCM 23 qui devront y aller, mais dont les têtes ont été mises à prix. On se souvient de l'ancien ministre Moutamba qui est dans de mauvais draps aujourd'hui, qui avait signé Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa, le général Makenga. Moi, j'offre des millions de dollars pour qu'on me les amène morts ou vifs. Il y a ces condamnations-là de complaisance qu'il faut pouvoir lever. Ça, c'est un préalable. Je parlais de 2 propositions. On peut quand même... Ça tombe sous le coup du bon sens. Comment se fait-il ça fait quand même 7 ans qu'on pratique le président Tshisekedi. Qui peut faire crédit à Tshisekedi pour dire
AFCM 23, vous allez à Kinshasa. Sauvons le Congo, vous allez à Kinshasa. Katumbi quitte l'exil, vient à Kinshasa. Quel type de garantie de sécurité il peut offrir? Donc, même le cadre à Kinshasa est incompatible avec toute ouverture de dialogue. Kinshasa va traîner les pieds pour aller à Luanda, étant donné que la maîtrise va lui échapper. Et donc oui, on est encore un peu loin du début de toute forme de dialogue, parce que même si les députés de l'UDPS nous disent qu'ils saluent l'initiative de ne pas réviser la Constitution, le président Tshisekedi s'est dit favorable à la révision de la Constitution. Le président Tshisekedi a dit qu'il était candidat à un 3e mandat. Donc, le minimum sera qu'il renonce lui personnellement et pas ses députés. Ça aussi, ça demandera beaucoup de contorsions. Donc, oui, le temps d'harmoniser ces deux propositions. Et quand on connaît la mauvaise foi de Kinshasa, on peut se dire, attendons voir. Tite, si vous nous permettez de nous appuyer sur cette analyse de la docteure Bojona Coulibaly sur la situation en RDC, elle soutient que cette guerre aurait... elle questionne, est-ce que cette guerre aurait-elle pu être évitée? Qu'en pensez-vous? Et essayez de nous expliquer pourquoi elle n'a pas été évitée. Et une question principale, mais si elle pouvait, si ça aurait été le cas, pourquoi Kinshasa soutient toujours une guerre imposée de l'extérieur alors que des facteurs internes ont contribué plus à cette crise? J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de Dr Coulibaly. Cette guerre aurait pu être évitée parce que Tshisekedi invite le M23 via son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Pendant 14 mois, ça négocie. Donc, s'il avait accédé à ce que le ministre Kankonde avait obtenu du M23, il n'y aurait pas eu de guerre. 2. Le M23 reprend les armes et demande, depuis Tchanzu, nous voulons un dialogue avec notre gouvernement. Si le gouvernement avait accepté le dialogue, on n'en serait pas là aujourd'hui. 3. Le discours de haine n'aurait pas été amplifié à ce point. On ne pouvait pas avoir autant de pertes en vies humaines si jamais Kinshasa avait compris qu'il y avait des Congolais qui étaient maltraités et qu'il était de la responsabilité du gouvernement de traiter ce problème-là. Et donc, d'avoir joué le Rambo, de dire je vais aller écraser, parce que ce mot on l'a entendu, on va aller écraser le M23 et on n'en parle plus comme ça a été le cas en 2012. Ça n'a pas eu lieu et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Tite, toujours en parlant de la région des Grands Lacs, si vous nous permettez, un autre point d'actualité. Le président Évariste Ndayishimiye a récemment accordé une interview à la BBC Gaouza. Il y a évoqué divers points. Mais parmi les points fracassants, le président Évariste Ndayishimiye a abordé notamment les auteurs du putsch manqué de 2015, affirmant que Bujumbura attendait toujours leur extradition depuis le Rwanda. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette situation? Le président Ndayishimiye en a fait un totem. Lui aussi, il fait diversion. Mais bon, les auteurs du putsch de 2015, ceux qui n'ont pas été mis en prison ou assassinés, sont en exil.
Hein? Et quand vous êtes exilé, vous vous mettez entre les mains du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils ont un statut de réfugiés politiques, protégés par les Nations Unies, même s'ils sont résidents au Rwanda. Et au nom de quoi, au nom de quel principe de droit, le Rwanda les prendrait pour les extrader? Ça n'a pas de sens. Ndayishimiye en fait parfois un peu trop. Oui, ça c'est une fausse question et c'est une rhétorique lui aussi pour justifier l'injustifiable. Tite, un autre sujet d'intérêt capital pour le Rwanda, il a été questionné concernant la présence des forces burundaises en République démocratique du Congo, ou des soupçons de collaboration aussi avec le groupe génocidaire FDLR est aussi signalé. En réponse, il a dit que les troupes burundaises sont placées sous le commandement de Kinshasa. Oui. Selon plusieurs analystes, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de collaboration. Il n'a pas nié cette collaboration. Quel a été votre point de vue? Il ne peut pas. Ça relève de l'évidence. Les FDLR portent l'uniforme des FARDC. Les FDLR sont alliés du Burundi longtemps avant l'alliance avec les FARDC. Les FDLR ont investi au Burundi. Les FDLR sont les bienvenus au Burundi. Donc, quand Tshisekedi négocie avec Ndayishimiye pour qu'il lui donne des troupes pour aller casser et exterminer les Tutsis, on a entendu du côté de Mouchaki, de Nhuro, des Burundais dire aux FDLR, on est les mêmes. Donc voilà, il aurait eu du mal à dire, nous avons été invités par le gouvernement congolais, et nier que le gouvernement congolais n'est pas en alliance avec les FDLR. Donc lui fait l'impasse sur les FDLR et dit, mes troupes sont sous commandement FARDC. Or, le commandant FDLR arbore à la fois les étoiles et les criteaux FARDC. Voilà. Une déresponsabilisation effective. Tite, abordons d'autres sujets. Il a été questionné des crises internes qui secouent le Burundi. On lui a demandé la crise énergétique qui va faire presque 5 ans ou plus. Le fait que son pays n'ait pas de carburant, entre autres. Sa réponse a été des plus étranges. Il a dit que maintenant, il a la chance, c'est pas juste le Burundi qui n'a pas de carburant. En 2024, le même journaliste avait eu un entretien avec lui. Il lui disait, dans les plus brefs délais, la question sera... Je me souviens, Aujourd'hui, le journaliste dit, 2 ans après, c'est comment le président, il dit, aujourd'hui j'ai de la chance, le Burundi n'est pas le seul. Mais comment interpréter, d'abord, s'il vous plaît, essayez-nous de nous expliquer pourquoi cette persistance de ce problème au Burundi qui manque de solution, et comment interpréter un style de réponse comme ça à un chef d'État? Parce que la crise de carburant est précédée par la crise des devises étrangères. La corruption, le détournement et l'accaparement des deniers publics a vidé les devises dans les banques. Donc, étant donné que le carburant s'achète quand même à l'étranger et que ça se paye en dollars, ils n'ont plus assez de dollars. Voilà comment le système de vases communicants fait que, faute de dollars, on ne peut pas avoir de carburant. La seule façon de solutionner ça, c'était de couper le cordon ombilical entre cette manière de ponctionner les devises jusqu'à la banque centrale.
Il n'en a ni la volonté, ni l'envie. Son premier cercle est impliqué dans ce commerce et donc il n'a pas de réel pouvoir pour arrêter l'hémorragie. Voilà, et donc après on a quand même vu ses explications. Oui, c'est vrai, c'est assez étrange qu'on lui dise qu'il y a la famine dans le pays et qu'il se regarde lui. Comment tu peux me dire qu'on a faim? Moi, je suis rassasié. Moi, j'ai des tonnes de réserves chez moi. Moi, j'ai des champs, je ne sais plus, à Karouzi, c'est ça. Et moi, j'ai des champs. Oui, moi, j'ai des champs. Moi, je cultive. Et je crois que le journaliste lui a dit, mais vous utilisez les deniers publics quand même. Donc, ce n'est pas tout Burundais qui a vos privilèges. Mais il a refusé d'entendre ça. Dans toutes ses interventions, le président Ndayishimiye parle de lui. Et pas de Burundais, et pas de la crise, et pas des causes de la crise. Le président Ndayishimiye n'a pas de proposition, de solution aux crises. Il dit que lui, il a déjà réglé le problème, il est riche. Lui, il a de quoi manger. Vous n'avez qu'à regarder, mes enfants, d'après ce qu'il dit. Okay? Oui, si vous nous permettez de conclure l'émission, mais avec cette question intéressante. En tant que président de l'Union africaine, il a été questionné le fait d'abord d'aller dans les autres pays pour peut-être contribuer à une paix, de passer d'abord par le Rwanda pour rétablir des relations. Est-ce que pensez-vous que cette question est légitime en tant qu'un président actuel en exercice de l'Union? Moi, je l'avais déjà dit quand il revenait d'Addis Abeba. Ce sera une année perdue pour l'Union africaine. Le président Ndayishimiye, pour des raisons idéologiques, pour des raisons bassement mercantiles, pour des raisons d'incapacité de gouvernance de son pays, n'est pas à mesure de s'élever et de dire le contentieux avec le Rwanda, c'est celui-ci, on peut le régler. Chaque fois que les deux délégations se sont rencontrées, Rwanda, Burundi, le lendemain, il fait une sortie médiatique pour prendre le contre-pied des propositions qu'on lui fait. Le président Ndayishimiye est président en exercice de l'Union africaine, mais il est en train de tuer les Banyamulenge. Voilà. Non, il utilise le contentieux avec le Rwanda comme épouvantail. Il veut mobiliser autour de ça. Donc, il ne peut pas se ravir le levier qu'il utilise pour régler la question. Les régions de Grand Lac regorgent encore de beaucoup de dossiers. Je pense que nous serons encore ici pour toujours décrypter la situation de très près. Avec plaisir. Merci infiniment, Tite, pour C'est moi qui vous remercie.